Sur la première 7h37, les salaires des top managers à nouveau sous le feu des critiques alors que démarre ce qu'on pourrait appeler la saison des assemblées générales. Même un conseiller fédéral s'en mêle, Johan Schneiderman en l'occurrence, qui a tout récemment fustigé dans la presse dominicale les tendances à l'excès, les qualifiant de sottises. Dans plusieurs sociétés, les actionnaires se rebiffent contre les salaires des grands patrons. C'est le cas chez Crédit Suisse où la contestation vient de pousser les dirigeants à revoir à la baisse le montant de leur bonus. Alors le torchon brûle-t-il entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprise? Les patrons déconnectés pêchent-ils par gourmandise encore et toujours? Bonjour Didier Cossin. Bonjour Simon. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes le directeur du Centre de gouvernance à l'IMD de Lausanne, spécialiste des rapports entre dirigeants et actionnaires. Bon, on va aborder évidemment le sujet de front, mais je ne peux pas ne pas vous intéresser sur l'actualité du week-end et de ces 2 prochaines semaines, voire d'un peu plus. C'est la présidentielle française, le premier tour. Avec cette première place de M. Macron, on l'a entendu tout à l'heure, les marchés ont été euphoriques hier. L'euro a bondi, les indices européens ont franchi des niveaux qu'ils n'avaient pas connus depuis longtemps. C'est de l'euphorie à court terme? Bon, les marchés n'ont pas vu Brexit venir, les marchés n'ont pas vu Trump venir, et donc les marchés sont euphoriques, mais le système économique est déconnecté du système social. Je crois que c'est la société postmoderne dans laquelle on le vit. Pour moi, l'élection française, c'est aussi près de 45% des votes contre le système économique. Si vous ajoutez Le Pen, Mélenchon et quelques indépendants. Donc vous aviez un bon commentateur d'ailleurs là-dessus un petit peu plus tôt. Donc ce que vous voyez, c'est cette tension entre le social et l'économique aujourd'hui. On va parler des top managers qui affrontent les actionnaires actuellement lors d'assemblées générales un peu compliquées en Suisse, notamment celle de Crédit Suisse vendredi. Les patrons français doivent-ils voir en M. Macron leur meilleur allié, Didier Cossin? Oui, il n'y a aucun doute. Patrons français, les patrons français pour leur ego et pour leur capacité, pour le système économique français, je ne pense pas. Pour le système économique français, il faudra que Macron démontre une capacité extraordinaire, ce qu'il n'a pas fait à l'heure d'aujourd'hui. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir fournir, on ne sait pas ce qu'il va produire. Donc il va les flatter, pour leur ego ça va être bon, il va les flatter, mais au fond, pour la bonne marge de leurs entreprises, ça ne va rien changer. Ah ben oui, parce que la bonne marge des entreprises, ça va nécessiter de trouver la bonne marge sociale. La bonne marge des entreprises, forcément, va dépendre d'une paix sociale. Et donc, pour avoir la paix sociale, clairement, on n'est pas là aujourd'hui avec 45% des votes contre le système. Donc, il ne va pas réussir à établir cette paix sociale, pour autant qu'il soit élu président. Beaucoup lui prêtent cette victoire, à commencer par les sondages. Et concernant les réformes, on sait que le président Hollande s'était d'abord rapproché de Pierre Gattaz, le patron des patrons français, puis s'était brouillé avec lui parce que les réformes, selon M. Gattaz, n'allait pas assez vite. Est-ce qu'il va pouvoir être l'homme de ces réformes, Emmanuel Macron? Qu'en pensez-vous? J'espère pour lui, mais personne ne le sait. Donc c'est ça le problème alors d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive avec quelqu'un dont on ne sait rien, qui est élu avec une marge pour l'instant très faible et avec beaucoup de votes contre lui, ou contre le système. Là encore, j'insiste sur ceci, contre le système économique. C'est-à-dire, c'est vraiment cette divergence entre le système économique et le système social. Et c'est une évidence que le monde des affaires ne peut bien fonctionner qu'en cohérence avec le système social. C'est-à-dire que le monde des affaires ne peut que fructifier que lorsque la société se porte bien. Et arriver à prendre ce tournant n'est pas facile. n'est pas facile en Angleterre, n'est pas facile aux États-Unis. Et vous voyez le sujet dont on va parler ensuite, il n'est pas facile en Suisse non plus. Donc cette déconnexion dont on parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années entre les élites et le peuple ou la population. Bon, vous parlez de ces 40% qui n'ont pas voté Macron et qui vont probablement pas voter pour lui non plus lors du deuxième tour. Au fond, cette société française va continuer de s'échauffer, de se surchauffer et on va avoir un climat civil et social très compliqué durant les prochaines années. C'est ce que vous nous dites? Aucun doute là-dessus. La France est un baromètre de ce côté-là. La France est un baromètre social, on le sait. C'est un pays qui est assez émotionnel sur ce genre de choses. Et donc, il n'y a aucun doute que la France va être intéressante à suivre. Et puis, objectivement, je souhaite toute la réussite possible à M. Macron s'il est élu président. Et j'espère qu'il sera suffisamment original dans sa pensée pour trouver les bonnes solutions. Mais je crois qu'aujourd'hui, les bonnes solutions demandent des solutions originales. D'ailleurs, moi-même, je crée un institut sur le sujet de trouver la convergence entre le système économique et le système social. Parce qu'il faut aujourd'hui des hommes intelligents, des femmes intelligentes qui découvrent les nouvelles manières de ce côté-là, les nouveaux moyens. Il faut réinventer
réinventer le système. On va parler de la rémunération des dirigeants, c'est pareil. On vit sur... on est dans une société postmoderne qui utilise des concepts à l'ancienne. Et il faut réinventer les choses. Bon, réinventer le système, je ne peux pas vous laisser comme ça en l'air sur ces propos en suspension. Soyons un peu pratiques, Didier Cossin. Réinventer le système. Bon, prenons le cas de M. Macron. Qu'est-ce qu'il va devoir réinventer? Comment réaccoupler le système social au système économique, au système politique? Quelles sont les mesures qu'il devrait prendre, selon vous? Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a une évidence qui est l'accroissement des inégalités. L'accroissement des inégalités et en même temps le manque de productivité des grandes entreprises. Donc on a une combinaison française, aucun doute là-dessus. Donc on a une combinaison entre l'accroissement des inégalités, surtout pour tous ceux laissés pour compte, tous ceux qui sont chômage, sans emploi, sans demande d'emploi, etc., et la baisse de productivité des grandes entreprises françaises. Donc il faut baisser les charges des entreprises, mais rendre les gens moins pauvres, c'est un peu antinomique tout ça, non? Tout à fait. Comment on va faire? C'est pour ça qu'il faut trouver sur ce genre de sujet des solutions créatives. Il y a une réinvention sociale. Vous savez, j'étais invité en Allemagne sur une des très grandes entreprises qui a une usine de peut-être 1 kilomètre de long, qui produit des matériaux très simples. J'étais étonné qu'on produise ça en Allemagne. C'est des choses qu'on devrait produire dans les pays émergents. Mais dans cette usine de 1 kilomètre de long, il y a 6 ouvriers. 6 ouvriers. Et donc, effectivement, là, il n'y a plus de problème à devoir aller sur les pays émergents, avoir de la main-d'œuvre moins chère. Et donc, comment est-ce qu'on réinvente le partage du travail? Je crois que ce sont des grandes questions dont je ne peux pas vous donner les solutions comme ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y a des gens intelligents de tous côtés qui pensent à ces sujets-là et qui font avancer les choses. Plutôt, d'ailleurs, que de discuter les salaires des grands patrons qui, à mon avis, sont un peu mineurs par rapport à ce genre de problème. Pardon, on va quand même en parler. Vous le connaissez, Emmanuel Macron? Tiens, vous qui êtes économiste, vous ne le connaissez pas personnellement. Probablement, c'est quelqu'un que vous souhaiteriez rencontrer, qui va peut-être faire appel à vos services avec vos idées. Non, vous allez prendre langue avec lui? C'est tout à fait possible, oui. Je travaille de manière tout à fait globale. Il a quelques liens avec la Suisse, effectivement. J'ai des connexions avec ce chef de cabinet, etc. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y ait des discussions sur ce genre de choses. Mais pour moi, ce que j'essaye d'imaginer, c'est les choses à 5 à 10 ans de maintenant. Vous savez, je suis quand même un penseur au départ, et donc on voit la crise qui arrive. On est dans un monde où la tension est manifeste. Et trouver les solutions à moyen long terme est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors Didier Cossin, c'est vrai que stricto sensu, la rémunération des top managers pourrait être un sujet marginal. Ça ne l'est pas par le symbole qu'elle recèle, cette rémunération, et tout ce qui est symbolique est signifiant. Au fond, on a par exemple Crédit Suisse avec l'Assemblée Générale de vendredi prochain. Comment décryptez-vous ce qui se passe actuellement, les dissensions entre les conseils d'investisseurs tels que, et c'est intéressant, des Américains, Glass Lewis, Ethos, bon ça c'est pas américain, mais ça c'est plus traditionnel suisse, ou le conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des chances par exemple que vendredi le rapport sur la rémunération des dirigeants soit refusé, ce qui serait quasiment historique? Alors tout à fait, il y a des chances tout à fait réelles de ce côté-là. J'imagine que Urs Rohner fait une démarche très active ces jours-ci auprès des grands actionnaires. Vous avez aussi raison de souligner que le problème est important, ne serait-ce que par sa symbolique. Il y a quelque chose de légitime dans la question qui est derrière, qui est ce problème des inégalités. Pourquoi est-ce qu'on voit ces énormes écarts de revenus dans la société? Mais comme toujours dans notre société postmoderne, il y a un problème légitime qui est mêlé avec beaucoup de choses qui ne sont pas légitimes et qui sont même manipulées. Il y a un peu de populisme derrière ceux qui crient aux rémunérations abusives? Je pose vraiment la question comme ça. Peut-être un petit peu de populisme de ce côté-là, mais je pense qu'il y a aussi d'autres réalités qu'il faut reconnaître et qui sont cachées derrière cela. Je pense à plusieurs choses. Je pense par exemple au fait que le Crédit Suisse vient de subir une attaque coordonnée de 5 pays différents qui vont de la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, les Pays-Bas dans les dernières semaines, et qu'on voit tout d'un coup les actionnaires américains, parce que soyons clairs, Ethos c'est tout petit, ça a très peu de poids sur le sujet. On voit donc ISS et Glass Lewis, les grands actionnaires américains qui s'en mêlent. Alors que on vit dans un monde où il n'y a plus une seule banque d'investissement
européennes de taille critique. L'UBS et le Crédit Suisse sont en train de disparaître dans la banque d'investissement. Et donc, ça veut dire que toutes les grandes opérations financières en Europe sont maintenant traitées par des Américains. Vous voulez nous dire que derrière le fait qu'ISS ou Glass Lewis se mêlent des rémunérations des dirigeants de Crédit Suisse, il n'y a pas beaucoup de philanthropie ? Alors, il n'y a certainement pas beaucoup de philanthropie, puisqu'ils sont représentants des actionnaires. C'est une mainmise peu à peu, non ? Oui, alors bien sûr, là encore, ce que je n'aime pas, moi, c'est la complexité. Qu'est-ce que ça cache, tout ça ? Il y a trop de choses qui s'en mêlent. Il y a trop de choses ici qui sont mêlées. Alors, néanmoins, il est aussi clair que une compensation élevée devrait être liée à une performance élevée. Et ça, je suis tout à fait confortable avec ça. Donc, il y a deux phénomènes. C'est pas le cas pour Crédit Suisse, c'est pas le cas. Voilà, donc là, il y a un problème de ce côté-là. À moins que ce que Urs Rohner argumente, c'est qu'il fait les transformations aujourd'hui pour une performance à plus long terme. L'argument n'est pas faux, j'aime bien ce genre d'argument, mais je ne crois pas à la stratégie des banques d'investissement. Nos banques d'investissement sont en train de disparaître. Et là encore, personne n'aime les banques d'investissement, donc personne ne va pleurer sur les banques d'investissement. Mais soyons clairs, est-ce que vous voulez que toutes les grandes transactions financières soient gérées par des Américains ? Moi, je n'ai absolument aucune réponse à cette question-là, mais peut-être vous, l'économiste, ça vous fait peur ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on vit dans le monde postmoderne dans lequel on est, on revient sur de la géopolitique du 19e. Soyons très clairs, la Russie, la Chine, on sait très bien où ça va, on sait très bien où les États-Unis vont. Moi, je préfère une Europe forte. Et une Europe forte, ça passe par tout un système financier fort. Le système financier fait partie de la force de l'Europe. Et malheureusement, on est en train de perdre sur ce côté-là. Oui, mais pour le garder fort, ça va bien quand, évidemment, les résultats sont à la hauteur. Quand ils ne le sont pas, comme Crédit Suisse, là, ils ne sentent pas vraiment les tendances. Ils n'ont pas vraiment de grande stratégie à continuer de proposer ces bonus. Même si, effectivement, Urs Rohner a baissé les bonus de 40% pour désamorcer la contestation. Voilà. Là, Crédit Suisse n'a pas joué très, très finement, si je puis dire, non ? Pas joué très finement, je crois que c'est tout à fait clair, il a raté. Mais je pense que surtout, là encore, ce qui a manqué, ce qui a frappé, c'est cette déconnexion à la société. C'est un monde de Bahnhofstrasse qui est un petit peu déconnecté de la réalité du quotidien suisse. Et ça, c'est frappant. Il y a un besoin de ce côté-là de reconnecter. Didier Cossin, on connaît la démocratie et selon certains think tanks comme Freedom House, la démocratie est en recul à travers la planète, la démocratie politique. Et j'ai envie de vous demander la démocratie actionnariale, puisqu'on parle des grandes assemblées générales. Certains pensent qu'elle aussi est menacée. L'idée qu'une société cotée doit être détenue par plusieurs actionnaires distincts sous le régime d'une action, un vote, ça c'est une idée qui date peut-être avant le 19e siècle, je n'ai pas l'histoire précise en tête. Est-ce que cette idée-là, une action, un vote, qu'on connaît, est en train d'être dépassée ? Oui, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, on est de moins en moins dans un monde démocratique sur ce genre de dimension. Il y a des grands acteurs financiers qui ont, à mon avis, peu de considération pour le citoyen, qui dominent le système. Parfois, ce sont des États, parfois, ce sont des grands acteurs institutionnels, parfois, ce sont les conseillers, comme vous l'avez mentionné auparavant. Il y a une évolution qui est négative. Et ça vient même dans l'infrastructure des marchés, sur les systèmes de trading, etc., qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. L'individu a un désavantage dans son trading par rapport aux grandes institutions. Même sur l'information, d'ailleurs, l'accès à l'information, aujourd'hui, on n'a plus l'accès à l'information ouverte et les informations sont devenues très, très opaques. Donc, il y a une dégradation du système démocratique. Et puis, il y a le rapport politique-économique est tout à fait intéressant de ce côté-là. Et puis, il y a la montée des systèmes autocratiques. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des grands patrons qui ne rêvent que d'une chose, c'est de ne plus être dans des sociétés publiques comme Crédit Suisse, etc. Parce que, ne vous trompez pas, les gens dont on parle ne sont pas les patrons les mieux payés. Les patrons les mieux payés ne sont pas dans ces sociétés. Les patrons les mieux payés sont dans des sociétés détenues privées et dont vous ne saurez jamais la rémunération. Oui, par de grands capital risqueurs, c'est ça, voilà, qui sont assez private opaques. Equity, grandes sociétés familiales, etc. Absolument. Avec des compensations qui sont très supérieures à celles dont on parle aujourd'hui pour ces patrons-là.
Et puis quand on a des cas comme Snap, du groupe Snapchat, qui, lors de son entrée en bourse, émet des actions sans droit de vote pour que le fondateur garde le pouvoir. On a aussi Google et Facebook qui sont cotés avec des structures qui permettent au fondateur de totalement garder le contrôle. On est là-dedans ? Alors ça, c'est le high-tech américain qui a voulu garder le contrôle de ces sociétés. Mais il y a déficit de démocratie aussi là. Oui, tout à fait. Ce sont des systèmes autocratiques. Et il y a un appétit pour l'autocratie. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont un appétit pour l'autocratie, qui admirent le système singapourien, le système chinois, etc. Moi, personnellement, je suis un démocrate. Je crois à la capacité d'impliquer le plus de monde possible dans les décisions pour faire les décisions les plus intelligentes, mais ça veut dire qu'il faut défendre notre système démocratique. Aucun doute là-dessus. Didier Cossin, on revient à la presse qui se penche ce matin, et vous allez pouvoir le commenter, sur les visions diamétralement opposées de Mme Le Pen et de M. Macron en matière d'économie. Deux visions antagonistes de la France, lit-on dans Le Temps, aux antipodes en matière économique pour la GFI, le quotidien économique et financier qui résume bien ces oppositions. Hausse des dépenses, protectionnisme et sortie de l'euro pour Marine Le Pen, prudence budgétaire, libéralisme et renforcement de l'intégration européenne pour Emmanuel Macron, ou encore s'adapter à un monde qui bouge pour le candidat d'En Marche, se couper du reste du monde pour la candidate du Front National avec des taxes sur les importations, des taxes sur l'embauche d'étrangers. Pour Le Temps, Emmanuel Macron, c'est une certaine forme de continuité quand même, couplée à une louable tentative de libéraliser et de flexibiliser le marché du travail et de réduire la taille de l'État. Le programme économique de Marine Le Pen est pour sa part considéré comme illusoire et nuira aux sociétés et aux épargnants, rappelle Le Temps. Ce n'est même tout simplement pas un programme économique, juge un spécialiste. Vous l'avez abordé, lu peut-être en détail, ce programme de Mme Le Pen, Didier Cossin. C'est un programme économique ou pas? Est-ce qu'il tient la route même bien quelques sûr, secondes? C'est un programme économique et il est même fort proche du programme économique de M. Mélenchon. Oui. Donc il y a ici une quarantaine de % de la population qui voudrait un programme qui réinvente un peu une nation autour de la société. Donc je ne vais pas rapprocher ces deux mots de trop près, mais on voit un petit peu le genre de réflexion. Monsieur Macron l'a taxé, j'ai lu ça, j'ai entendu ça, d'ultralibéral. Il y a une part de vérité? Je sais pas, je comprends pas le concept là. Non mais ultralibéral, c'est pas un programme, c'est un programme très à droite, notamment en matière financière, en matière fiscale. C'est pas son cas, non? Donc c'est un terme qui n'est pas idoine non, pour vous. ça ne paraît pas adapté. D'accord. Et je dois dire que les Américains regardent les choix français comme très modérés. Tous les choix français comme très modérés. Vu des États-Unis, tout ça paraît très, très, très soft. Bon, c'est que le mot libéral n'a pas tout à fait la même acception des deux côtés de l'Atlantique. On va passer à un autre sujet qui nous ramène à un grand patron qui va devoir quitter ses fonctions. C'est le patron de Lafarge-Holcim. Il quitte les navires, mais les problèmes demeurent. Oui, hier, le cimentier a annoncé le départ de son directeur général, Erik Olsen, le 15 juillet prochain. Une façon de désamorcer le dossier autour de la Syrie. Le cimentier est mis en cause pour avoir indirectement financé les activités du groupe État islamique. Le conseil d'administration a cependant précisé que Erik Olsen était hors de cause dans cette affaire, mais les problèmes restent, souligne Tagas Ansager. Le 3 mai prochain se tiendra l'Assemblée générale de Lafarge-Holcim et Ethos, qui représente 200 caisses de pension et d'autres gros investisseurs, s'apprête à refuser la décharge en responsabilité pour l'année 2016 au conseil d'administration de Lafarge-Holcim. Il faut dire qu'une enquête judiciaire est en cours contre le cimentier en France. Une plainte a été déposée. Des mesures inacceptables auraient été prises pour permettre à un site de continuer de fonctionner dans ce pays en guerre, la Syrie donc. Selon le journal, cette affaire jette une lumière crue sur la culture d'entreprise qui a régné jusqu'ici au sein du groupe Lafarge. En étant à fond dans votre spécialité, la bonne gouvernance, Didier Cossin, que dites-vous de la bonne gouvernance au sein du groupe Lafarge-Holcim? Alors il y a quelque chose qui pour moi m'attriste parce que Holcim était une société d'une telle qualité. Comme la famille Schmidheiny, c'est pas rien en Suisse. Et donc là, ce qu'on voit bien sûr, alors bon, je voudrais peut-être rectifier, donc vous parlez du financement d'Isis, pour être très direct, qui vient d'opérations achetées par Lafarge à une personne qui est toujours d'ailleurs sur le conseil d'administration. Donc il y a une tension entre les grands actionnaires, donc on est dans une réalité de gouvernance
sens où il y a clairement un conflit, c'était dans la presse, un conflit entre les grands actionnaires avec des valeurs différentes. Et donc, vous savez, on parle de gouvernance, moi je suis spécialiste de gouvernance, mais de plus en plus, il va falloir parler de valeurs, parce que la gouvernance, d'un point de vue technique, c'est limité quelque part. C'est comment on prend les bonnes décisions, certes, mais quelles sont les bonnes décisions? Et là, vous avez deux vues opposées. Quelqu'un qui est un affairiste, qui veut arriver à des résultats le plus rapidement et le plus efficacement possible, je mettrai des guillemets sur ce mot, et puis un autre qui a une vue plus intégrée, je dirais, de la société, de la croissance d'une entreprise dans un monde plus équilibré. Ces vues-là sont en conflit. Donc oui, c'est ça. Donc ce que révèlent ces affaires-là, c'est des conflits internes. Absolument. On ne compte plus les virages à 180 degrés de M. Trump. Le nouveau changement d'opinion du président américain concerne maintenant un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Esther. Angela Merkel, la chancelière allemande, s'est exprimée hier à la foire industrielle de Hanovre. Elle a laissé entendre qu'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne était désormais envisageable, sentiment qu'elle tire de sa récente visite aux États-Unis. En coulisses, on raconte que 10 fois Donald Trump a dit à Angela Merkel vouloir conclure un accord commercial avec l'Allemagne, et que 10 fois, Angela Merkel lui a répondu que la seule possibilité était de conclure un accord de libre-échange avec l'ensemble de l'Union européenne. L'idée ferait donc son chemin, mais selon une experte du libre-échange interrogée par Lagauer Zeitung, l'accord se limiterait à une abolition des frontières douanières et ce serait la plus mauvaise variante pour l'économie suisse. Avec un tel accord, les clients américains risquent de préférer acheter des produits en Europe plutôt qu'en Suisse. On n'a pas intérêt en Suisse à voir cet accord se faire, Didier Cossin? Monsieur Trump est un très bon négociateur et je pense que personne ne sait le résultat d'une négociation avec lui à l'heure d'aujourd'hui. Donc je dois dire que ça me paraît un champ très ouvert. Un champ très ouvert. Je n'ai aucune idée de vers là où on peut aller. Donc je ne me prononcerai pas du tout sur les intérêts de la Suisse à ce stade-là. Ça me paraît beaucoup trop tôt. Mais si cet accord voyait le jour, ce serait mauvais pour la Suisse. Là, on peut émettre cette hypothèse. Si un bon accord voyait le jour, une croissance européenne serait favorable à la Suisse. Conclusion très claire. Didier Cossin, vous êtes le directeur du centre de gouvernance à l'IMD de Lausanne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.